centrale et Afrique de l'Ouest actuellement. Je suis contente de prendre la parole aujourd'hui à titre personnel, d'abord parce que je suis de la diaspora, mais aussi parce que je suis le DAVOC en tant que femme de médias, mais en tant que ressortissante camerounaise depuis l'édition de Bonn. C'est peut-être la continuité de cette collaboration qui fasse que je sois aujourd'hui devant vous. Donc en fait, je devais vous entretenir sur les profils de la diaspora camerounaise. Je ne suis pas sociologue, donc je vais plutôt commenter les conclusions de mes recherches sur ce sujet. Évidemment qu'il faut déjà définir le mot diaspora, qui est un mot d'origine grecque, qui a été longtemps assimilé à la diaspora juive, qui étaient tous à l'extérieur de leur terre. Et les dictionnaires d'ailleurs parlent de dispersion. Le petit Robert parle de dispersion de la communauté juive à travers le monde. Pareil pour le Larousse. Petit à petit, le mot diaspora entre dans le lexique des sociologues et commence à être assimilé à d'autres peuples. Il y a deux sociologues qui ont insisté dans la définition du mot diaspora sur des critères qui m'ont semblé pertinents. J'ai choisi les critères de Gabriel Schiffer dans Diaspora International Politique, qui parle du maintien et du développement d'une identité propre du peuple qui est à l'extérieur de son pays, l'organisation interne de cette diaspora qui est distincte de celle du pays d'origine, et surtout les contacts significatifs entre cette diaspora et le pays d'origine. De ce point de vue, on peut définir la diaspora camerounaise comme l'ensemble des Camerounais qui vivent hors du Cameroun et qui gardent un lien affectif qui peut être lointain, qui peut être rapproché avec le pays. Cela peut se traduire par un engagement qui peut être direct ou un engagement délégué dans des projets qui relèvent de ce pays-là. Et il y a un autre sociologue aussi, Steven Bertovet, j'ai dû faire appel à un sociologue parce que je ne le suis pas, qui me permet de compléter la définition parce qu'il a insisté sur la notion de relation malgré la dispersion. C'est très important d'insister sur le fait que malgré la distance, beaucoup de ressortissants des pays essayent quand même de monter des projets à destination de leur pays d'origine. Donc, au fil des années, la diaspora camerounaise a évolué. Elle n'a jamais été comme elle est aujourd'hui dans les années d'indépendance. Très rapidement, pour ce qui est de l'évolution historique, avant l'indépendance, on a connu, avant l'indépendance et au début des indépendances, donc on va dire les années 1950-1960, jusqu'à 1980, on a connu une immigration estudiantine et de voisinage. C'est-à-dire qu'on allait au Gabon parce qu'on avait un frère voilà, qui s'était installé, mais surtout on allait dans le pays colonisateur, notamment la France ou le Cameroun, parce qu'on allait faire des études. Et la plupart étaient des boursiers. Donc il y avait plus ou moins un retour souhaité et imposé d'ailleurs pour certains dans le pays, au Cameroun en fait. Et ces personnes allaient acquérir une formation et rentrer au pays c'était des compétences qu'on pouvait utiliser dans l'administration. Ensuite, on va dire qu'ils étaient finalement une minorité, c'est pas tout le monde qui allait à l'étranger. À côté de ça, il y a quand même l'histoire du Cameroun, avec notamment la nationalisation de la lutte pour l'indépendance, c'est-à-dire à travers le PC, qui va affecter ce type de diaspora. Parce que les UBCistes, pendant très longtemps, encourageaient les étudiants nationalistes à se regrouper, notamment en France. Ils avaient un mouvement qui était connu et qui avait beaucoup d'ampleur, qui s'appelait l'Union nationale des étudiants du Cameroun. Il y en avait aussi un peu en Angleterre. Et donc, en fait, ils vont créer ils ne vont pas forcément s'entendre avec le régime en place. Et petit à petit, on va assimiler un peu la diaspora à des ennemis du régime. Mais quand cette phase passe et qu'on arrive dans les années 80-2000, les problèmes ne sont plus les mêmes parce que cette diaspora-là, il y a déjà des enfants de cette première diaspora. Les premiers sont rentrés au Cameroun, les autres, voilà. On commence à avoir une deuxième génération d'immigrés, on va dire. La masse, évidemment, devient plus importante parce qu'il y a une multiplication. Et surtout, dans les années 80, il y a une diversification des destinations.
C'est-à-dire, ce n'est plus la France et l'Angleterre, c'est aussi les pays de l'Est. On connaît une diaspora massive, une immigration massive en Russie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Les gens commencent à s'ouvrir. Et notamment dans les années 90, plutôt la deuxième, la fin des années 90, en Afrique du Sud aussi. Et petit à petit commence une immigration du travail qui va s'accentuer par les difficultés structurelles du Cameroun. Dans les années 90-2010, les Camerounais commencent à s'intéresser à leurs voisins et on commence à avoir une immigration très intéressante dans les pays comme le Gabon, le Nigeria. Bon, le Nigeria, ça date quand même d'avant l'indépendance, mais l'immigration du travail commence dans les années 80. On a aussi l'Afrique du Sud qui intéresse beaucoup et petit à petit l'Asie avec la Chine. Les États-Unis mettent en place la carte verte qui encourage beaucoup de Camerounais aussi à regarder de ce côté-là. Et ça fait qu'on a trois phases en fait, les années 60-80, 80-2000 et puis ce qu'on dira l'immigration d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'immigration est devenue une immigration aussi de business, notamment vers les pays d'Asie. Beaucoup de Camerounais immigrent pour travailler, étudier, se soigner, ainsi de suite, mais beaucoup aussi immigrent pour les affaires. C'est-à-dire, ils vont, ils peuvent revenir, il y en a qui s'installent. Et cette immigration, cette diaspora-là est devenue plus diverse, plus cosmopolite, et évidemment, elle pose des problèmes complètement différents. D'autant plus que ceux qui sont allés faire des études ne sont pas tous rentrés, donc ils se sont installés, ils ont intégré l'environnement de vie et commencent à avoir des problèmes qui ne sont plus les mêmes que les Camerounais restés au pays. Évidemment, ils s'intègrent dans des projets à destination du Cameroun et c'est ça qui est intéressant pour ceux qui le font. Mais le problème qui se pose est que l'importance de cette diaspora commence à devenir diffuse parce que le temps d'abord a rendu son rapport un peu plus lointain avec la réalité du Cameroun. Même si on va nous dire qu'il y a les nouvelles technologies, on peut communiquer, il y a le satellite, ainsi de suite, qui permet de garder le contact avec le pays. Et pour résumer cette partie d'évolution historique, on va dire que au départ, la diaspora, comme elle était concentrée sur un objectif clair, ils avaient à peu près les mêmes buts. On dira qu'elle avait plus de pouvoir parce qu'elle pouvait parler d'une seule voix. Mais avec le temps, les types de diaspora se sont multipliés. Tout à l'heure, j'ai parlé de diaspora scientifique, mais aujourd'hui, on a les artistes, on a les travailleurs, les communautaires. Enfin, il y a plusieurs types de diaspora. Et en réalité, quand on parle des diasporas camerounaises, au départ, le postulat de départ que je m'étais dit quand je discutais avec Rodrigue et Franck, je m'étais dit en réalité qu'à l'expérience, sur un plan vraiment empirique, quand on change de région du monde, on se rend compte que les Camerounais ne réagissent pas de la même façon. Ceux d'Allemagne ont l'air plus pragmatiques, ceux de France ont l'air plus attachés à ce qui est un peu politique, ceux de Chine sont un peu plus commerçants dans l'âme, ainsi de suite. Mais en réalité, à l'analyse, finalement, la notion des diasporas camerounaises est plus transversale que ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un pays, on a plusieurs diasporas camerounaises. Parce qu'en France, on retrouve aussi des gens pragmatiques. Il y a des projets qu'on monte vers le Cameroun et qui fonctionnent très bien. Il y a aussi une diaspora politique qui est très importante en France. Il y a aussi une diaspora universitaire, elle continue à fonctionner. Mais il y a aussi une diaspora commerçante, on va dire. Mais il y a aussi les sans-papiers. Et donc, on retrouve cette typologie-là dans tous les pays, enfin, la plupart des pays que j'ai visités. Après, l'environnement de vie, les contraintes de vie, mais surtout le système de pensée du pays où ils sont installés font que émerge plus ou moins un type de diaspora. Et c'est peut-être pour ça que la diaspora universitaire et scientifique est plus mise en avant en Allemagne parce que le système les empêche peut-être aux autres de s'émouvoir. Contrairement à la France où lorsqu'il y a le président qui vient, je suis allée en reportage, il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a les leaders d'opinion, il y a les partis politiques, il y a les organisations de la société civile qui viennent manifester contre la présence du président, qui réclament quelque chose, ce qu'on trouverait beaucoup moins par exemple dans un pays comme le Canada, même si c'est arrivé. Donc en réalité, la notion de définition des diasporas est complètement transversale et dépend des réalités de chaque pays. Puisque j'ai l'intention de revenir l'année prochaine et de vous entretenir sur le même sujet,
je ferai l'effort de travailler encore plus pour réussir à vous dire, selon qu'on soit en Angleterre, selon qu'on soit au Canada, selon qu'on soit en Allemagne. Le cas de l'Allemagne est patent parce que le DABOC est porté en partie par des gens qui viennent d'Allemagne et qu'on a été à Bonn. Mais je pense que ce sera important de réussir à définir les différents types de diaspora qu'on retrouve dans chaque pays. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Donc, en réalité, pour terminer là-dessus, ces dernières années, c'est quand même la Chine. C'est aussi les Émirats Arabes Unis. On n'imagine pas le nombre de Camerounais qui y vont pour faire le commerce. On a pas voir le nombre de vols qui partent de Douala pour les Émirats Arabes. En réalité, il y a des gens qui vont pour bien, mais il y a beaucoup de Camerounais qui sont installés parce qu'ils savent qu'il y a des Camerounais qui viendront avoir besoin d'eux pour pouvoir acheter des infos au Cameroun. Donc, en réalité, aujourd'hui, l'influence de la diaspora est, je dirais, disproportionnée par rapport, l'influence est disproportionnée par rapport au nombre. Avant, ils étaient peu et on avait l'impression qu'ils avaient une influence forte. Et aujourd'hui, ils sont plus nombreux en nombre, mais on a l'impression que l'influence est réduite parce qu'il n'y a pas une organisation de ces différentes diasporas. Et pour terminer, je pense que l'intérêt du DABOC, justement, c'est de pouvoir réunir tout au moins les diasporas du type étudiant, estudiantine et scientifique de chaque pays pour pouvoir avoir des forces transversales. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Ce matin, de tout ce qui est l'accès Internet, la pénétration de l'Internet en Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier, la situation qu'on voyait en haut sont des prix de connexion au retail, donc pour les consommateurs, des prix parmi les plus hauts du monde. Et ça a apporté donc aujourd'hui la pénétration au Cameroun est malheureusement parmi les plus basses du monde. Le rapport, disons, sorti en septembre 2012, on a disons 5% des individus qui utilisent l'Internet. Donc c'est-à-dire que par rapport à la moyenne mondiale qui est à 30%, on a un chemin, disons un grand chemin à faire, un gros chemin qui peut être parcouru là-dessus. Donc c'est un challenge, c'est aussi une opportunité au même moment. Slide suivant. Dans cette situation finalement qui est née et qui a commencé à opérer en 2011, 4G Africa, une entreprise privée avec headquarter à Zurich et office local à Douala, qui sert sous la marque Yumi, peut-être certains d'entre vous connaissent, Douala et Yaoundé en connexion Internet à large bande, donc plus de 640 kbps. C'est une connexion de 4e génération, donc passant par le WiMAX. Notre base d'abonnés est de 10 000 aujourd'hui, en croissance permanente. Et nous regardons aussi pour l'instant d'autres pays voisins. Et c'est un modèle qui a fait ses preuves, je dirais, dans certains pays de l'Europe de l'Est jusqu'à maintenant. Donc, on a parlé de ça, l'Atlantique arrive, les câbles sous-marins sont posés. La partie à gauche en haut, disons, dans ce graphique, ça c'est une partie qui fonctionne, qui marche au Cameroun. Le problème se situe encore dans le dernier mile, c'est-à-dire la connexion jusqu'à l'utilisateur. Comment est-ce que l'utilisateur lui-même se connecte jusqu'à ce réseau mondial, non, qui est la toile internationale. Et c'est précisément là que se trouve le core business de 4G Africa. C'est là-dessus finalement qu'on se concentre, donner accès, on a parlé plutôt du pouvoir justement de la masse critique, donner accès à la masse critique, lui donner un accès à Internet rapide, fiable finalement et puissant. Voilà, donc c'était pour présenter un peu, pour que vous sachiez d'où je viens, d'où on parle. Maintenant, aller plus sur le thème vraiment de cette présentation. Un rapport de la Banque mondiale paru en 2012, une des conclusions, c'est finalement que l'accès Internet à large bande, l'accès rapide, peut être un outil de développement très puissant, mais pour cela, il faut, disons, avoir les capacités, comme on a parlé avant, les capacités humaines, finalement, pour pouvoir l'utiliser. Il faut que les citoyens, il faut que le gouvernement, il faut que les entreprises aient ces qualifications, et finalement développent ces qualifications pour pouvoir utiliser le potentiel qui réside dans l'Internet à large bande. Et c'est le point de départ finalement de cette présentation, voir un peu qu'est-ce que sont ces qualifications, ça finalement c'est très abstrait, non? Qu'est-ce que ça peut être, des solutions concrètes aujourd'hui, disons, qui peuvent
amené le Cameroun dans les objectifs de DSE. On a 10% de pénétration Internet jusqu'à 2015. Qu'est-ce que ça veut dire si on atteint 10%? Quel est le potentiel qu'il y a derrière? C'est maintenant un peu ce que je veux vous présenter. Commençons. Une étude de McKinsey de 2011 a regardé un peu quelles sont les sources de valeur d'Internet. Tout le monde dit Internet c'est bien, Internet rapide c'est utile, mais pourquoi? À quoi ça sert? Ici, donc, vous avez en haut une catégorie de 7 sources de valeur. Ça va, disons, du matching process, c'est-à-dire trouver un investisseur, trouver un employé, trouver une offre spéciale, juste par exemple au gain de temps. Et tous ces avantages ont été, disons, regardés pour plusieurs sous-groupes, finalement, de la population. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 de ces sous-groupes, ce que chez Gatrejo on appelle les 3 E, éducation, entrepreneuriat et emploi. Le 4e E, qui est souvent aussi cité, empowerment en anglais. Donc, par exemple, ce matin, formation de M. Bonjaro sur le télécare, le télémédecine, ici le healthcare, et aussi, disons, un axe très important. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 de ces E, 3 de ces canaux, finalement, où l'Internet peut développer une réelle valeur pour le Cameroun. Ok, commençons. L'éducation, l'e-learning. Aujourd'hui, le prochain slide, s'il vous plaît, voilà. Aujourd'hui, tout le monde parle du MOOC. MOOC qui est dans toutes les bouches, c'est, disons, la nouvelle tendance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce MOOC? MOOC, c'est tous ces Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours en ligne offerts par les meilleures universités du monde de façon gratuite, open, ouverte à toutes et à tous, qui ont simplement un ordinateur et une connexion Internet. C'est une révolution aussi dans la manière didactique, parce que ça se base sur un engagement de l'étudiant. Jusqu'à présent, sur Internet, pour apprendre, bien sûr, on reçoit, mais aujourd'hui, avec les MOOC, l'idée c'est d'aller vers la participation. Des groupes de travaux, des groupes d'études internationaux. Donc l'étudiant va aussi faire des tests, l'étudiant va créer des vidéos, par exemple, et les poster. Donc c'est vraiment que l'utilisateur est complètement impliqué, comme dans un cours, dans une école, ça peut être un cours peut être partout à la fois. 2 exemples intéressants de ce MOOC, par exemple, Coursera, disons, qui réunit 35 des meilleures universités au monde, dont le PFL de Suisse, Stanford des États-Unis, et qui propose des cours avec diplôme à la clé. C'est-à-dire qu'une personne au Cameroun, avec un ordinateur et une connexion Internet, peut se connecter et sortir, disons, un cours diplômé par l'université de Stanford, par exemple en design ou quoi que ce soit. De l'autre côté, Khan Academy aussi, des millions de vidéos online qui traitent de tous les sujets, finalement, pour ce e-learning. Donc on a, disons, déjà des milliers, des millions d'utilisateurs, seulement 0,5% sont en Afrique subsaharienne et tous concentrés plus ou moins en Afrique du Sud. Et il y a d'autres exemples, peut-être, sur plus de pays dans d'autres pays, mais on voit le potentiel. Et qu'est-ce qui se passe pour pouvoir profiter et tirer profit finalement de ces exemples? Il faut une connexion Internet rapide et stable. Il faut pouvoir voir en streaming, en vidéo, le professeur qui est, par exemple, à Lausanne et qui donne son cours, pouvoir le voir en même temps. Il faut pouvoir charger les documents sur la toile, que finalement un groupe de travail avec un collègue qui sera peut-être en Chine, l'autre qui sera aux États-Unis, peut travailler ensemble par vidéoconférence. Tout cela a besoin de l'Internet rapide. Udemy et 4G s'engagent aussi dans ce sens pour l'éducation supérieure au Cameroun. Nous développons en ce moment un système, une connexion Wi-Fi sur le campus de l'université de Douala, 45 000 étudiants, et aussi, disons, des classes aux étudiants au Cameroun, quand on voit finalement le gain de temps d'une recherche académique qui utilise Internet par rapport à une recherche avec les moyens, disons, physiques, on se rend compte un peu du potentiel pour les étudiants, mais aussi pour le staff, pour les professeurs. Toutes les nouvelles connaissances sont sur des blogs que peut avoir ce genre de projet. Et à part, disons, le développement, l'universalité de l'éducation, un autre effet, disons, énorme que peut avoir l'Internet, c'est bien sûr une nouvelle vague d'innovation. Parce que les nouveaux Einstein, les nouveaux Steve Jobs,
comme ici en photo, sont assis et ils sont, disons, au Cameroun et attendent d'avoir accès aux ressources qui sont sur Internet, attendent de pouvoir développer ce potentiel, disons, qui est possible sur la toile. Et j'espère vraiment que ce jeune garçon ici, et regarde vraiment pour les 4 E que j'ai dit avant, éducation, emploi, entrepreneuriat et empowerment, et non les 4 G qui sont aussi, les 4 mauvais G, disons, qui sont aussi sur la toile, que vous connaissez aussi, qui sont gambling, gaming, girls et goofing, qu'il y a aussi, donc j'espère vraiment qu'ils se concentrent sur les bons 4 E. Passons maintenant à l'entrepreneuriat. Le deuxième topic. Vous pouvez passer. Merci. Une étude réalisée en 2010 sur 3000 freelancers, donc entrepreneurs dans le monde entier, a révélé finalement que 50% environ trouvent les nouvelles missions, génèrent des missions à travers l'Internet, que ce soit à travers un blog, que ce soit à travers les réseaux sociaux, et que 34% à travers finalement des recommandations d'anciens clients. Donc on voit là, c'est un thème que je vais aborder de nouveau, l'importance du capital réputation, l'importance de la confiance, qui sont, disons, un peu les nouvelles monnaies qui sont les monnaies courantes sur Internet. Donc quand on voit ça, sur le slide suivant, une nouvelle, ça vient d'arriver en septembre 2012, le site freelancer.com ouvre un portail pour toute l'Afrique subsaharienne. Bien sûr, d'un coup, on voit le potentiel qui s'ouvre. Le freelancer, c'est des 4 millions de professionnels, 600 millions de dollars de budget, de projet là-dessus. Quand on s'imagine des entreprises françaises ou autres qui veulent outsourcer une partie de leur projet, vous voyez dans les catégories en haut à droite, par exemple design graphique ou autre, on voit le Cameroun, pays bilingue, un potentiel énorme finalement pour réaliser ce genre, disons, d'entrepreneurs freelance sur une telle plateforme. Aussi des biens alléchants, on voit sur Freelancer des salaires à l'heure qui vont vers 49 $ par heure pour par exemple un designer graphique, jusqu'à 58 pour un gestionnaire de projet. Ces gens sont partout, sont en Inde, aux Philippines ou autres, suivant l'expérience, moins de 5 ans ou plus, 5 ans d'expérience. On voit aussi, disons, on voit là le capital de réputation, l'importance pour le salaire. On compare ça avec aujourd'hui le salaire d'entrée d'un cadre débutant au Cameroun, Bac+3, qui est environ du 4 $ par l'heure. Bien sûr, c'est différent. Un salarié, l'autre est indépendant, il n'a pas toujours des revenus. Mais on voit finalement ici, d'un coup, les possibilités qui s'ouvrent grâce à une telle plateforme. Et ça, c'est certains des utilités de l'Internet. Pourquoi? Certaines des choses qui font qu'une personne avec un ordinateur et une connexion Internet stable peut de suite offrir un service professionnel grâce à ce type de service, de suite ouvrir son entreprise et, disons, traiter avec les grandes entreprises qu'on connaît ici à niveau global. Bien sûr, comme je l'ai parlé, capital réputation, qui est un peu le challenge, non, qu'on va voir maintenant. Il y a des challenges, il y a des possibilités très alléchantes, mais il y a, disons, des défis. Et un de ceux-là est le capital, disons, réputation, la confiance. Où est le Cameroun? Vous le voyez en rouge. Suivant une étude de McAfee 2010, le Cameroun est le pays, le domaine dans le monde avec le plus de risques au niveau du hacking. Passons au stade suivant. Le slide suivant. Voilà. Vous le voyez ici, tout en haut, .cm. Un risque ratio de 64 ou 69%, plus que le .com. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens finalement se trompent en essayant d'écrire .cm et .com et écrivent .cm. Donc les hackers achètent en masse ce genre de domaine .cm pour, disons, les utiliser à des mauvaises fins. Comprenez par rapport au numéro de site .cm qu'il y a, une énorme proportion sont des malwares, donc des sites, disons, nocifs, des sites, disons, qui ont un but mauvais, un but de donner un virus à l'utilisateur. Donc, quand on voit ça, bien sûr, l'entreprise qui va proposer ça ici en ligne avec .cm a un handicap, bien sûr, de suite, à cause de cette situation. Donc, il faut déjà commencer à regarder que le domaine .cm soit mieux protégé, que les régulations plus strictes soient quant au but, disons, au but des entreprises qui achètent ce genre de domaine, et regardez finalement un peu que cette tendance doit être bien sûr complètement changée. Autre défi, bien sûr vous connaissez ce numéro, le 419, tout le monde reçoit des messages d'un avocat ou d'une grand-mère ou autre qui vous propose une offre alléchante seulement si vous envoyez disons une certaine somme d'argent, après vous recevrez plus d'argent.
98% de ces offres viennent d'Afrique, du Nigeria, surtout. Le cas original, c'est le numéro d'article nigérien qui est violé par ce genre, disons, d'escrocs. Mais bien sûr, tous ces escrocs font que le capital réputation des entrepreneurs sur Internet africains et camerounais est très difficile. Heureusement, point positif, certains arrivent quand même à faire de l'argent, disons, avec ça, surtout dans l'industrie du textile. Comme on le voit, donc, il y a toujours des entrepreneurs partout. Voilà, on va passer au suivant. Et donc, je vois que certains regardent, bien sûr, avec un sourire un peu cynique. Non, bien sûr, c'est une vision, il faut voir comment ça va se passer. Mais regardez aussi une nouvelle de septembre 2012, l'accélérateur de start-up Internet, Rocket, qui était présent dans le monde entier sauf l'Afrique, a investi maintenant des millions pour être présent en Afrique. Ce qu'ils font, ils clonent des sites web qui ont eu un succès, disons, aux États-Unis ou en Europe, ils les clonent d'une manière locale. Bien sûr, quand Rocket a vu, ils ont la carte du monde, ils ont vu le potentiel qu'il y a pour en Afrique, ils ont déjà lancé plusieurs de leurs startups. On voit ici, il y a chez Jumia ou autres, surtout au Nigeria, mais on voit ici que les acteurs du secteur privé finalement s'activent et tournent leur regard aussi vers l'Afrique et vers le potentiel de l'Afrique digitale. Mais le dernier axe, l'emploi. Des nombreuses statistiques existent là-dessus, bien sûr on va pas faire un grand débat ici. L'effet de l'Internet sur la productivité et sur l'emploi. On en a parlé avant, il n'y a pas, disons, de croissance, il y a la croissance sans emploi, mais l'emploi est, disons, nécessaire à une croissance soutenue. Quand on regarde l'Internet, bien sûr, a un effet de désintermédiation. Non, de nombreux intermédiaires ne sont plus utiles et donc on a aussi une destruction de certains travaux, mais on a une génération de travail qui plus que compense cette destruction. En moyenne, 2,5 travail créés pour chaque travail, disons, détruit. Quand on voit aussi, bien sûr, on regarde au niveau des PME traditionnelles, j'ai parlé avant des entrepreneurs sur Internet, mais aussi les PME traditionnelles peuvent gagner beaucoup sur Internet, que ce soit en choisissant leur livrant d'une manière plus grande, que ce soit en trouvant des meilleures ressources humaines, que ce soit en trouvant des clients. Donc toute une série en fait, de possibilités pour ces entreprises de devenir plus performantes, d'exporter et autres. Aussi une étude de McKinsey de la même année qui montre que finalement 75% selon eux, 75% de la valeur créée par Internet est capturée par les entreprises traditionnelles. Donc, je vous montré avant, freelancers et autres, ce ne serait que 25% de ces entreprises nouvelles sur Internet, mais 75% de la valeur est capturée finalement par les entreprises conventionnelles. Et ici, j'ai des prévisions pour Cisco pour l'Afrique subsaharienne, quel type d'application peut générer le plus de valeur. Donc voilà, vous les connaissez bien sûr, les vidéos, le streaming, où on regarde ce qu'un expert dit sur un thème, les conférences call, on peut imaginer disons, des investisseurs en Chine et un autre investisseur minoritaire aux États-Unis, une conférence call, disons, qui réunit tout le management. Donc voilà aussi des possibilités énormes. Donc j'arrive maintenant à la fin de cette présentation. Nous avons aussi un stand ici, où nous présentons aussi une solution Yumi Diaspora. Nous serons avec plaisir avec aussi Nathalie Fournier ici présente vous expliquer plus et je vous remercie sincèrement pour votre attention. Merci. Dernier pour cette session, puisque le docteur Mbassandine a déjà introduit un certain nombre de points sur ce qui a été mis dans les différents plans de développement du Cameroun. Il faut savoir que le plan de développement du secteur de l'énergie a été développé pour 2030 et il donne un certain aperçu sur le développement des infrastructures énergétiques au Cameroun. Je suis Vincent Kondiok, puisque je ne me suis certainement pas présenté. Je travaille à l'Agence internationale d'énergie atomique où, après avoir dirigé le programme, je m'occupe actuellement de tout ce qui est introduction d'électronucléaire dans le nouveau pays. Ça veut dire que dans le monde actuellement, tout pays qui veut se lancer dans le nucléaire, soit pour la première fois, soit pour l'expansion, comme les pays de l'Europe de l'Est, ou alors l'Afrique du Sud, eh bien, nous sommes obligés d'une certaine manière de parler avec eux, de les aider à le faire dans de bonnes conditions. Et ceci nécessite donc un certain nombre d'infrastructures. Ma présentation sera extrêmement simple. En réalité, je n'ai qu'un seul slide que vous voyez. Et ce n'est que sur ça que je vous parle. Donc, en fonction du temps qui m'est imparti, je parlerai jusqu'à ce que vous me stoppiez. Et je voulais donc dire que ce n'est qu'une définition.
Et j'ai la chance, cette définition, d'une certaine manière, de moi. Elle est sortie en 2008, nous l'avons mis dans notre document que nous appelons le National Document à l'AEA qui permet au pays de se préparer d'une certaine manière à l'introduction électronucléaire. Et aujourd'hui, je dirais qu'une grande partie du secteur de l'énergie, et vous commencerez à avoir un certain nombre de documents, et notamment un document qui a été écrit par M. Richard Lester, qui est le chef du département de l'énergie nucléaire à MIT, ainsi que certaines organisations sur le domaine de l'énergie utilisent cette phrase. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nous, quand on parle des infrastructures énergétiques, tout le monde parle que, je dirais, ce que nous appelons ici facilities. Tout le monde parle que de ce qui est de la production, ça veut dire les infrastructures de production énergétique. On va parler d'une centrale thermique, d'une centrale hydraulique, d'une centrale nucléaire, d'une centrale éolienne, etc. Et aujourd'hui, il est important de savoir que les infrastructures, ce n'est pas que ça. Mais déjà, avant de parler de tout ce qui est infrastructure dans le domaine énergétique, je voudrais simplement dire aussi que mon organisation, d'une certaine manière, quoique très branchée nucléaire, aujourd'hui, on a développé un certain nombre d'outils qui permettent et qui sont utilisés par la majorité des pays dans le monde sur tout ce qui est planification énergétique, évaluation de la politique énergétique et autres. Malheureusement, le Cameroun ne les utilise pas encore. Et on espère que par des rencontres comme cela, et sachant qu'il y a un certain nombre de personnes ici, on pourra voir d'une certaine manière comment est-ce qu'on pourra œuvrer par rapport à cela pour le futur. Donc je disais des infrastructures. Et si je revois cette phrase qui est très longue, qui a quand même un sens, mais il y a un certain nombre de points. Je vais partir à partir des derniers. L'énergie doit être, les 3 ans, elle doit être disponible. La disponibilité. Donc, un pays comme le Cameroun aujourd'hui doit penser à l'électricité de masse. Et ça, je crois que ce que le docteur Nassatine a dit, l'hydroélectricité, l'électricité thermique, ça c'est des systèmes de production d'électricité de masse. Qu'est-ce que cela comporte? Cela aide à développer en grande quantité l'énergie et en même temps à réduire les coûts. Et ça, c'est bien pour la population. Ça permet à ce qu'une grande partie des personnes dans le pays puissent avoir accès à l'énergie parce qu'ils pourront payer. Ce n'est pas encore, je dirais, il est à noter que beaucoup d'efforts ont été faits au Cameroun, il faut le reconnaître. Beaucoup d'efforts sont même planifiés à être faits au Cameroun. Mais il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'un pays comme le Cameroun, le prix de l'électricité qui a augmenté encore il y a récemment est le double à peu près de la majorité des pays africains comme la Tanzanie et comme le Ghana. Nous nous rendons compte que l'électricité coûte même plus cher au Cameroun qu'en France, et même en Suisse. Pour un pays où le salaire moyen, je ne le maîtrise pas très bien, mais on est bien en dessous de 50 000 francs, quelque chose comme cela. Donc vous voyez qu'il y a problème. Il y a aussi l'acceptabilité. Sur ce point-là aussi, je serais un peu, je dirais, un peu mitigé. Aujourd'hui, la majorité des organisations internationales, des ONG et autres, nous parlent des considérations environnementales. Mais est-ce que c'est le plus grand problème de l'Afrique aujourd'hui? Si c'est un problème, il faut le reconnaître. Mais est-ce que c'est le plus grand problème aujourd'hui? Je dirais, je donne toujours un exemple de quelqu'un qui meurt de faim et qui dit « Oh, je vais manger allégé ». Est-ce qu'on a le droit de chercher à manger allégé si on n'a rien à manger? On cherche d'abord à manger, et quand on en a assez, on dit ben non, on va réduire la matière grasse et tout ça, je vais manger un yaourt allégé parce qu'on veut être fit et tout cela. Donc, ça c'est un problème. Et maintenant, je vais aussi attaquer tout ce qui est la sécurité de nos installations. Nous n'en sommes pas encore là, mais il y a maintenant des points qui sont importants, qui sont les institutions et les organisations. Quelles sont ces institutions et les organisations? Je commencerai davantage même par rapport à la production énergétique. Tout le monde sait qu'une centrale quelconque, de façon globale, rappelez, le coût des matériaux de construction, c'est à peu près 30% de la centrale, celle qui va comporter la centrale. Le coût de la construction, le BTP, c'est à peu près 30%. Le design, c'est à peu près 5%. Je sais que vous avez fait le calcul rapidement, ça fait 65%. Il manque 35%. Et ça, c'est la totalité. Et les 35%, c'est quoi? Les 35%, c'est simplement la gestion financière de l'infrastructure. Les intérêts, les intervenants, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'expérience montre que dans les pays africains,
où ça se passe très bien. Ces 35%-là représentent à peu près 50%. Quand ça se passe très bien. Donc je mets de côté des actes de corruption et autres. Mais on considère que ça se passe très bien et que ça se passe très bien au Cameroun. Ça fait à peu près de l'ordre de 50%. Ça peut être 48, ça peut être 47 et autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cela? Comment est-ce qu'on peut utiliser la diaspora? On a des financiers. On en a aux États-Unis qui financent l'achat des aéroports. Je crois M. Chantier et tout, il a participé dans ce genre de programme, je crois que tu dois connaître. Et autres. Comment utiliser la diaspora pour participer, pour aider à ce que nous puissions disposer ou bien dépenser dans le cadre des infrastructures de développement, c'est 35% uniquement. J'ai parlé du design. En réalité, quand on parle du design, 5%, là-dedans entre la faisabilité. Design, ça lié à la faisabilité, il y a la conception et autres. Tout cela, ça prend 5%. Les impacts environnementaux, seulement de certains projets que j'ai vus, prennent déjà 5%. C'était dans les 5%. L'étude de faisabilité, il y a souvent déjà la pré-faisabilité, après la faisabilité. Pour certains mêmes projets, prennent déjà 5%. C'était dans les 5%. Il y a maintenant le design lui-même. Quels sont les gens aujourd'hui, pour un certain nombre de grandes infrastructures, qui sont capables d'entrer dans une centrale de production, par exemple à gaz, et dire voilà, ce système qui est là n'est pas assez sécuritaire par rapport à ce que nous souhaitons. En réalité, on a une institution, même si les sociétés comme AES et autres doivent le faire, et ils ont la capacité de le faire, on a aujourd'hui un cadre réglementaire qui devrait être aussi capable de donner d'une certaine manière des licences à cette infrastructure-là. Nous connaissons les missions d'un cadre réglementaire. Nous savons que nous avons un cadre réglementaire qui est établi. Donc le problème du Cameroun, ce n'est pas les institutions, c'est le fonctionnement de ces institutions. Nous avons un cadre réglementaire qui est établi depuis des années. Nous avons aujourd'hui, et depuis très peu de temps, des organisations par rapport aux codes et aux standards comme la norme qui ont été établis, qui d'une certaine manière devraient permettre à ce que nous ayons des produits de qualité. Et là, je reviendrai sur une phrase que j'avais dite il y a quelques années, parce que tout le monde est toujours là en train d'accuser l'AES par rapport à la qualité de l'électricité avec le délestage. Mais déjà, nos installations, 90% sont en insécurité. Pourquoi? Parce que acheter un produit qui est un matériau qui a été fabriqué au Nigeria et autres coûte bien moins cher, ou bien certains produits de base zone au niveau chinois coûtent extrêmement moins cher. Et ceci est affordable pour notre population. Et c'est là où devrait régir donc nos cadres, nos codes et standards et notre cadre réglementaire pour s'assurer que les équipements sont convenants. Parce que n'oubliez pas, dans un système électrique, pour ceux qui sont spécialisés, il y a des installations qui vont d'une certaine manière déstabiliser le réseau électrique. Et c'est pour cela que pour les grands consommateurs, ils ont ce qu'ils appellent un compteur de cosinus phi pour s'assurer qu'ils ne vont pas d'une certaine manière déstabiliser le réseau. Donc il y a tout un tas de problèmes au niveau de ces infrastructures. Qu'est-ce que je pourrais encore prendre là dont j'ai parlé? Maintenant, il y a un point très important sur lequel on a énormément discuté, c'est la capacité humaine. Le Cameroun a des gens qui ont été formés dans les plus grandes universités du monde. Le Cameroun a des compétences à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, j'ai le regret de vous dire qu'il y a quand même des infrastructures électriques développées au Cameroun où il a fallu faire venir des Indonésiens pour assurer, ne serait-ce que pendant un temps très court, la maintenance. Parce que nous en avons manqué à l'instant précis. Et c'est là où la stratégie et l'anticipation comptent. Quand on doit construire les installations, on est là aujourd'hui, on a un plan qui nous dit on va construire Mentele, Lompanga, un certain nombre de centrales. Mais ces gens auront besoin de la compétence. Ils n'auront pas besoin que de diplômés, ils ont besoin des gens expérimentés. Comment s'assurer que le jour où cette installation est lancée, nous aurons les gens expérimentés? Et je fais abstraction de tout ce qui est transfert de technologie. Je crois que c'est préférable parce que je pourrais parler trop longtemps et ça n'a pas de sens. Je pourrais maintenant parler d'un certain nombre d'exemples. En 1960, dans les années 60, nous avions à peu près le Cameroun, qui avait à l'époque la société EDC, Industrie du Cameroun, avait à peu près la même production énergétique que la Malaisie. Dans les années, avant les années 70, on a même été
un peu plus au-dessus d'eux, puisque quand il y a eu la création de la SONEL, qui était le regroupement de PowerCamp et puis de EBC, on était devant. Et bien aujourd'hui, ils produisent 20 000 MW, nous sommes à l'ordre de 1000 quelque chose. Aujourd'hui, ils fabriquent des transfos, ce qui est un très grand problème pour nous. Ils fabriquent un certain nombre. Ils ont créé une industrie électrique où, je pourrais dire, ils ne sont pas complètement autosuffisants, mais ils ont une certaine suffisance. Au niveau de la capacité industrielle, qu'est-ce qui a été décidé au niveau stratégique au Cameroun pour dire, voilà, toute installation qui doit être construite, nous en avons 50 ou 10 qui vont être construites. Il faudrait que 10% ou 20% ou 30% de ce qui doit être fait, que cela soit fait localement. C'est ça qui va développer la main-d'œuvre. Et c'est ça qui va nous faire marcher notre DSE. C'est ça, ces sociétés seront obligées d'investir, de créer les compétences nécessaires pour que la construction, parce qu'aujourd'hui, au Cameroun même, je disais c'est très bien, moi j'ai été en Algérie où j'ai vu la construction des immeubles à Alger par les Chinois. Je vous dirais, même le portier, il est chinois. Au Cameroun, nous n'en sommes pas complètement là, mais on n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il faut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Ça, c'est des questions que je pose, de telle manière qu'un certain pourcentage de toute l'infrastructure qui doit être construite soit faite par les sociétés nationales. Ça obligera les vendeurs de créer soit des filiales, soit des succursales et d'y former un certain nombre de personnes qui participeront. Et par là, ils apprendront. Et c'est là où on va s'approprier la technologie. Quand nous signons un contrat, on pense qu'une centrale nucléaire, une centrale thermique ou une centrale hydraulique, elle coûte 100 francs. Mais les Coréens n'ont jamais acheté une centrale quelconque ou même un TGV à plus rien. Ils achètent 10% ou 15% plus cher. Parce qu'ils vont signer un contrat de transfert de technologie. Et j'étais surpris récemment, je reviens de Corée, et je suis parti de Ulsan, j'ai voulu le faire de Ulsan à Séoul. J'ai pris le TGV. J'avais la nette impression que j'étais entre Paris et Lyon. C'était le même TGV. À la seule différence que j'étais dans un wagon qui était un wagon amélioré et où j'avais un certain nombre de conforts et d'arrangements bien meilleurs que le TGV français qu'ils ont acheté une dizaine d'années avec la technologie et qu'ils ont amélioré. Je ne dis pas que nous avons aujourd'hui la masse critique pour faire tout cela comme les Coréens. Quoique, quand ils lançaient même leur programme nucléaire il y a très longtemps, ils étaient plus pauvres que le Cameroun, ils sortaient d'une guerre et autres, ils ont lancé une centrale nucléaire. Mais nous n'en sommes pas là. Mais dans notre réflexion, et c'est là où je terminerai, des plans ont été faits qui nous permettent de voir l'avenir de façon meilleure. Il faut le reconnaître. On a un certain nombre de documents, le PDSE, ainsi que le document sur lequel nous travaillons ici. C'est une avancée non négligeable. Mais je finirai par citer un président qui était initialement militaire, et vous savez exactement ce qu'il a fait pour ce pays, il s'appelait Eisenhower, et il disait plan à Martin, planning is everything. Ça veut dire qu'on a fait des plans qui vont marcher aujourd'hui, mais pour l'avenir, continuons à planifier, à améliorer notre stratégie, et je suis sûr que nous allons y arriver. Je vous remercie. Et là aussi, nous leur montrons le danger qu'il y a avec ce point CM, et nous leur montrons les possibilités alternatives qui existent. Je pense qu'on vous l'a dit, il n'y a pas une solution à court terme pour ça, cette situation, mais l'important qu'on ait ce matin, c'est le diagnostic, de savoir que le problème existe pour entreprises qui le font, et après il y a des situations, disons, pour le cas à cas, qui va être différente suivant le service et le client, le type de client que l'entreprise cherche. Excusez-moi, je voudrais revenir. Dans un forum comme Davos, d'exprimer, de montrer finalement la problématique, espérer qu'elle soit entendue. Comme cela dit Mme Ngonu, il existe l'agence de communication du gouvernement dont le travail est de faire ça. Leur travail finalement, il régule toutes les demandes de hosting. Et nous ne pouvons pas, disons, travailler là-dessus, mais ce qu'on fait, c'est offrir une possibilité alternative, disons, pour cette entreprise qui veulent devenir nos clients. Donc, je dirais, ouais, je ne vais pas commencer un débat entre le profit finalement et l'aspect social. Pour moi, dans ce sens-là, il est aussi combiné,
parce qu'à nous trouvons un moyen de générer des revenus tout en offrant une solution qui, pour nos clients, pour les PME qui vont acheter notre service, va leur permettre finalement de se différencier par rapport à la compétence aussi au niveau international. Je pense que c'est un peu le message, ce point-là. Ok, merci. Donc les femmes vont conclure. Vous. Contre le piratage du point CM. Et il faut savoir que pour des sociétés privées, ils ont le droit d'utiliser la dénomination qu'ils veulent. Une dénomination pays comme .fr ou alors une dénomination commerciale comme .com, une dénomination d'organisation comme .org. Mais pour les entreprises publiques camerounaises, ils ont l'obligation d'utiliser le .cm. Ça veut dire qu'un ministère de l'enseignement supérieur ne peut pas avoir un .com ou un .fr. Et donc, le problème se posera toujours au-delà des entreprises qui sont gérées par des opérateurs privés. Et d'ailleurs, pour actualité, il n'y a pas longtemps qu'a été initié un séminaire à Douala pour créer une cellule, un centre d'alerte à ces réponses de cyberpiratage. Et actuellement, à l'Assemblée nationale, il est en train d'être discuté un projet de loi, parce que le problème va beaucoup plus loin que ce que je me suis expliqué. Ce n'est pas le but d'en parler, ce n'est pas l'objet, donc on va pas en parler longtemps. Et en train d'être... ils sont en train de travailler sur un projet de loi pour pouvoir protéger le Cameroun. Parce que vous savez, c'est maintenant qu'on se rend compte des conséquences négatives que peuvent avoir la technologie et notamment Internet sur un pays comme le Cameroun, où tout n'a pas été pensé à l'avance comme dans certains pays. Et donc, en réalité, le procès ne peut pas être fait à une entreprise vers qui vont certaines entreprises qui, malgré tout, se disent « nous, on va être protégés ». Donc, c'était juste pour répondre, apporter un appui à monsieur. La dernière intervention. Thank you. My name is Anastasia Koume. En réalité, il y a un compatriote qui a fait un très bon travail, qui était un travail de recensement des organisations tenues par les Camerounais dans plusieurs pays du monde. Malheureusement, la limite du travail, c'est qu'il a fait dans les pays occidentaux. Donc, je pense que ce serait bien, effectivement, je ne pouvais pas me le permettre parce que je n'avais pas réussi à entrer en contact avec lui, présenter ces organisations. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut qu'on fasse une analyse, finalement, du poids que peut représenter cette diaspora. Je l'ai fait dans le cadre d'une réflexion que je vais publier sur qu'est-ce que le Cameroun peut finalement profiter de cette diaspora. Mais juste la conclusion de mon propos était importante pour le contexte. C'était de dire que finalement, c'est pas mal de se regrouper. Ça, c'était la conclusion pour ce contexte. Mais effectivement, je suis allée plus loin dans le cadre de ce travail sur l'analyse de l'apport de la diaspora réelle. Sur le plan économique, le plan social, le plan sanitaire, le plan académique, scolaire. Il y a beaucoup de projets qui sont menés par les Camerounais de la diaspora et ils méritent d'être connus, d'être encouragés et surtout, quelqu'un parlait tout à l'heure, quel est le taux de réalisation d'une année à l'autre, qu'on sache que M. Mourebelek, que j'ai vu présenter son projet, a quand même réussi à équiper son village de je ne sais pas combien d'habitants avec son projet d'énergie solaire. Donc effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Mais ma réflexion ne se limitait pas à mon propos dans cette salle. Elle sera publiée un peu plus tard. On pourra en discuter après. Merci beaucoup. Et nous mettons aussi fin.